Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, comme tous les samedis matins, le libre journal des controverses. Je salue bien entendu mon prédécesseur du libre journal de géopolitique profonde, notre ami Nicolas Stocker, assisté de Lara Stam. Vous avez pu écouter un entretien passionnant avec notre ami Laurent Henninger. Je salue bien entendu Arnaud à la technique, le Steven Spielberg des réalisateurs. Il est avec nous, il est à Radio Courtoisie, il n'est pas chez les autres. Bien entendu, je le salue. Patrice n'est pas là, il n'est pas là, c'est des travaux partout. Il y a des travaux partout en effet, et donc du coup, il ne peut pas être présent. Ça construit, ça reconstruit, ça ne fait que construire à Radio Courtoisie. Grâce à vous, justement, Radio Courtoisie se développe et donc il y a ces travaux pour que les émissions soient toujours meilleures. Donc, vous ne pourrez pas nous appeler si vous avez des commentaires et je sais que ces commentaires seront très très nombreux. Donc, vous les commentez par mail, voilà, vous nous envoyez des mails, le mail de Radio Courtoisie, vous le connaissez par cœur parce que moi je ne le connais plus, donc, donc vous envoyez des mails et je sais que vous aurez énormément de questions à poser. Ce matin je reçois Bertrand Saint-Germain, docteur en droit. Il a écrit cet excellentissime livre dont peu de monde parle. Le dernier sur le sujet était celui de Monsieur Zemmour. Je crois que c'était le livre noir de la justice. Aujourd'hui, en 2026, est publié le livre de Bertrand Saint-Germain, docteur en droit, La République des juges contre la nation, mais surtout comment en sortir, parce que voilà, les constats, on les connaît, enfin, on en connaît certains, en tout cas sur la justice, mais l'objectif aussi est d'apporter des solutions, parce que trop peu de solutions sont apportées par nombre d'auteurs. Nous, à Radio Courtoisie, on essaie aussi d'apporter des solutions. Bonjour, cher Bertrand. Donc, Bonjour Mike. je suis très content de vous recevoir ce matin. Vous avez écrit cet excellent livre, La République des juges contre la nation, et comment sortir, aux éditions du Verbe Haut de notre ami Sylvain Durin, un éditeur résistant. Dites-moi, les juges, parce que les gens ne se rendent pas compte, c'est devenu un vrai problème? Bonjour, merci à vous, merci à tous. Alors je rappelle, je remontre ce livre. Voilà. Alors oui, la justice a toujours été un problème. Alors je dirais qu'il est d'abord un problème parce que finalement, quand on va en justice, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un litige, il y a un litige au minimum entre deux personnes. Et ici, il s'agit de régler ce litige entre les protagonistes. Donc, simplement, on est loin de ce qu'était cette approche initiale de devoir simplement régler des litiges. Aujourd'hui, la justice a pris une place centrale dans le fonctionnement de la société pour beaucoup de raisons. D'abord parce que peut-être la justice va relativement vite et parfois plus vite que le pouvoir politique. Par exemple, lorsqu'on est confronté à des innovations technologiques, il faudra parfois beaucoup de temps avant que le politique ne prenne une loi qui vienne régler, organiser la situation, l'utilisation de cette découverte technologique. Alors que le juge, finalement, il appartient à tout justiciable de saisir le juge et finalement d'obtenir de lui une réponse que le politique n'a pas encore donnée. Donc ça met de fait le juge au cœur des rapports sociaux. Et puis, aujourd'hui aussi, le juge va être utilisé de manière militante. Au-delà de la France, si on voit les États-Unis, par exemple, les premières revendications sur le mariage homosexuel, sur sa reconnaissance, ne sont pas passées par l'action législative. Ce sont des personnes qui ont souhaité se marier et au regard du refus qui leur était opposé puisqu'elles étaient de même sexe, eh bien, elles sont allées devant le juge en disant on n'a pas respecté le principe d'égalité. Et le juge, finalement, était obligé de répondre à la question qui lui était posée. Donc, tous ces éléments font vraiment du juge un acteur central, un acteur engagé et un acteur qui doit des questions sociales, qu'il le veuille ou pas. Et donc, or, cette réalité, je dirais, intemporelle, elle est renforcée aujourd'hui, et ensuite, elle se nourrit d'une idéologie qui parsème la justice,
d'une ligne idéologique qui est effectivement contraire aux intérêts de la nation. Et ça, finalement, c'est pas nouveau. Je l'évoque aussi dans le livre. On a un bel exemple dans le passé, c'est le XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est une époque où finalement la justice, drapée dans ses privilèges, a peu à peu considéré que c'était elle qui était la plus à même de diriger l'ordre social. Alors ça a été tout un conflit entre elle et le roi. Ce conflit s'achèvera finalement avec la Révolution française, on y reviendra peut-être, mais on retrouve aujourd'hui finalement des juges qui sont largement le produit d'une classe sociale dominante et qui est remplie des certitudes de cette classe sociale dominante. Voilà. On est sous les ordres de la République, on est cosmopolite, on est contre ce qui est franchouillard, on est contre... Et finalement, comme le rappelait Monsieur Bilongo, hein, les gens du Nord, ils sont un peu bêtes, ils comprennent pas. Et donc, nous, les juges, nous, on sait. Nous, on va pouvoir dire le beau, le vrai, le bien. Et ça, c'est clairement le gros problème de la justice aujourd'hui. Alors d'abord, est-ce que ça veut dire que justement, dorénavant, les juges statuent essentiellement dans des affaires même civiles en faveur des puissants? Alors, je dirais, ça dépend à quel degré on se trouve. D'abord, il faut savoir que les puissants, quand ils ont des litiges, des affaires commerciales, il est rare qu'ils aillent devant la justice. Quand il y a de gros litiges entre entreprises, entre puissants, les choses vont se régler la plupart du temps à l'amiable. On fera une procédure de conciliation, ça se terminera par une transaction et on évitera de tout étaler devant la justice. Il y a parfois des actions en justice, mais qui sont pour médiatiser la chose. Ensuite, les choses sont réglées par des négociations et les plaintes en justice sont retirées. Voilà. Donc, ensuite, dans le fonctionnement courant, on le voit très bien en matière pénale, mais pas seulement, on peut penser au squat aussi, il y a une tendance de la justice exprimée très nettement dans la fameuse harangue de Baudot, ce substitut qui en 1974 appelait ses confrères magistrats à être partiaux. Il y a cette tendance à défendre le salarié contre le patron, l'enfant contre les parents, l'assuré contre le courtier d'assurance. Oui, il y a une ligne idéologique qui défend les petits contre les grands, sachant que quand on est tout en haut de l'échelle, lorsque des grands sont en cause, attention, pas n'importe quel grand, essentiellement les grands de la finance, des affaires, ceux-là, eh bien, la justice sait être clémente envers eux. En revanche, lorsqu'elle a la possibilité de se venger sur un politique, là, on la voit se Bien jeter sûr. sur lui, même en allant plus loin Oui, qu'elle ne parce que devrait. On en a des... il y a les vrais puissants, les faux puissants. Il y a les vrais puissants, c'est-à-dire ceux qu'on ne connaît pas. Enfin, si, on les connaît, on les voit dans les journaux, les très très grands patrons qui sont je sais pas moi, les niveaux Bernard Arnault, Hermès et compagnie. Donc eux auront toujours la mansuétude. Et puis il y a, entre guillemets, je dirais les faux puissants, c'est-à-dire ceux qui sont les gagnants de la nouvelle idéologie, je sais pas moi, la diversité, voilà, tous les trucs là, genre gender, machin, enfin toutes ces choses-là, qui eux auront à chaque fois gain de cause contre en gros vous et moi, quoi. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a l'alliance de deux pouvoirs importants. C'est le pouvoir médiatique et aujourd'hui l'autorité judiciaire. Et finalement, l'alliance entre ces deux autorités, ces deux pouvoirs dans la société, s'exerce contre ceux qui sont légitimes à gouverner, à savoir le peuple et les représentants du peuple. Or, quand on regarde les profils, quand on voit d'où ils viennent, ces magistrats, ces relais médiatiques, ils sont tous issus des mêmes formations. Ils sont issus du même monde social, du même monde culturel. Il y a une endogamie très forte. Et si d'aventure ils n'en font pas partie,
c'est-à-dire des journalistes ou des juges qui ne seraient pas issus des milieux sociaux les plus privilégiés, ils ont tendance à les intégrer en adoptant leur mode de comportement, leur mode de réflexion. Et on a ainsi deux pouvoirs non élus qui tentent à se substituer à l'autorité et à la légitimité des pouvoirs élus, et cela, ils le font au nom du beau, du vrai, du bien, de la justice, de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme, mais en foulant aux pieds l'ordre démocratique voulu par les citoyens. Voilà, ça c'est très net. Est-ce qu'on peut comparer ça à une forme d'état profond? Alors, oui, on peut parler d'état profond en ce que il y a des alliances familiales, culturelles, amicales qui se construisent dans la société. On doit en revanche récuser cette notion si par celle-ci on entend des choses nécessairement liées, organisées, planifiées. On est plus dans un entre-soi, dans des choses que finalement on est entre gens du même monde et les choses vont naturellement. Je parlais récemment avec une amie qui a eu qui a eu la chance de, en tout cas c'était comme ça, de faire ses études en tant qu'expatriée. Elle a été de la maternelle à la terminale dans ce milieu d'expatriés en Amérique du Sud et elle n'est venue en France que pour faire des études supérieures. Or, elle me disait, bah, dans le monde qui est celui de ces expatriés, bah, globalement, on ne connaît pas la France, et on ne connaît pas le monde non plus, on ne connaît même pas nécessairement le pays dans lequel on vit. On est dans des gens qui constituent une upper class mondialisée. On est naturellement cosmopolite, mais les étrangers que l'on rencontre, ce sont d'autres étrangers comme nous-mêmes. Ils sont cadres, ils sont designers, ils travaillent dans les médias, ils sont universitaires, ils parlent une, deux, trois langues étrangères, ils ont voyagé dans toute la planète. Et finalement, ils ont des préjugés de classe. Et je crois que ces préjugés de classe sont représentatifs de ce que l'on pourrait appeler une forme d'état profond, qui était appelé au moment de 1936 les 200 familles. On a ici quelques milliers de familles qui règnent au sommet des affaires, au sommet de la politique, au sommet de la finance, au sommet des médias et de la justice. Et finalement, ces gens qui vivent dans le même monde expriment les mêmes réalités, les mêmes valeurs. Voilà, c'est de ce point de vue-là, oui, il y a une forme d'état profond qui domine et qui considère que ce qu'ils pensent, ce que pensent ces gens-là, c'est quand même au-dessus des vœux populaires et finalement médiocres. Oui, et puis on a aussi une école qui domine, non pas par son niveau, parce que bon, son niveau n'est pas extraordinaire, mais par justement l'idéologie, c'est Sciences Po. Sciences Po, c'est typiquement ce type d'école, même si bon, elle s'est un peu ouverte à ce qu'on appelle la diversité et les écoles ZEP. Et bon, à l'époque, moi, où j'étais syndicaliste étudiant, les élèves des ZEP qui étaient à Sciences Po n'étaient pas vraiment intégrés à Sciences Po. Alors, je ne sais pas s'ils le sont aujourd'hui, mais bon, je ne pense pas qu'ils le soient beaucoup plus. Et donc, Sciences Po règne aussi en maître idéologiquement, tout en sachant que dorénavant, une partie de la nouvelle génération de ces juges a fait Sciences Po. Voilà, alors déjà, Sciences Po, il faut que les auditeurs et les téléspectateurs le comprennent. Sciences Po aujourd'hui, ce n'est pas Sciences Po d'il y a 40 ans, ni même Sciences Po d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on va dire n'importe quelle préfecture de province souhaite avoir son Sciences Po. Il y a un Sciences Po à Nancy, il y a un Sciences Po à Dijon, il y en a un au Havre, je crois, chez Édouard Philippe, il y en a un à Menton. C'est-à-dire qu'il y a les grands instituts d'études politiques, Aix-en-Provence, Paris, Lyon, Strasbourg, Toulouse, Lille, Rennes. Mais au-delà d'eux, eh bien, ces filières se sont délocalisées, se sont ouvertes, se sont multipliées. Il y a aujourd'hui, parfois, pratiquement, pardon, trois fois plus d'étudiants dans les instituts d'études politiques qu'il n'y en avait il y a 30 ans. Or, évidemment, cette montée
en nombre des filières de Sciences Po s'est accompagnée d'une baisse de niveau. Baisse de niveau encore Sciences Po Paris aussi, hein. Sciences Po oui, Paris oui, aussi. oui, encore démultipliée par la baisse du niveau de la formation générale. Alors, à Sciences Po, on est sans doute un peu moins touché qu'ailleurs, mais oui, il y a cette baisse du niveau. Et ensuite, pour revenir à cette République des juges, ce dont on ne se rend pas absolument compte, c'est que aujourd'hui, chaque année, ce sont entre les 2 tiers et les 3 quarts des promotions de l'école de la magistrature qui sont formées par des étudiants issus de Sciences Po, et notamment de Sciences Po Paris. Or, à Sciences Po, est plutôt brillant quand on y rentre, en tout cas assez souvent. On a une formation générale, vous le savez bien, qui permet également de faire face à peu près à n'importe quelle question, d'envisager le problème, de le structurer, de l'analyser, mais on n'apprend pas le droit. On voit un peu de droit à Sciences Po, alors je parle sous votre contrôle, hein, Mike, mais on n'approfondit pas ça en détail. Le droit qu'on voit à Sciences Po, sur les 5 ans que dure la formation, euh, il doit y avoir peut-être 200 heures de droit. Alors ça dépend ensuite des filières, alors que dans une faculté de droit, on a quand même plus de 500 heures de droit chaque année, pendant 5 ans, un peu moins à la fin. Et puis, il y a tout le travail personnel d'approfondissement, de préparation, de compréhension de la décision judiciaire, d'analyse de ses sources, de sa formation. Et c'est d'ailleurs, en plus, on ne fait pas de droit globalement avant d'arriver à la fac, sauf un C'est petit vrai. peu dans les filières, sauf un peu dans les filières technologiques. Mais c'est un droit qui se veut appliquer. Eh bien, ces juristes-là, la plupart d'entre eux ne échouent au contrôle de la magistrature parce qu'ils sont moins bien formés, notamment sur les deux épreuves reines, qui ne sont pas les épreuves de droit, mais qui sont bel et bien l'épreuve de culture générale et les épreuves de notes de synthèse. Épreuves pour lesquelles les gens sortis de Sciences Po sont bien meilleurs. Et au concours, alors, les gens qui seraient curieux, je renvoie à mon livre, bien sûr, hein, cette République des juges contre la nation, mais ils peuvent aussi de même aller lire les rapports des présidents des jurys de concours, chaque fois qu'un concours administratif est organisé, parce qu'il faut le rappeler aussi, les juges sont des fonctionnaires. Ils préfèrent qu'on les appelle magistrats, mais il faut leur rappeler qu'ils sont des fonctionnaires. Donc, chaque fois qu'un concours est organisé, le président du jury va faire un bilan du concours qui a eu lieu. Alors, il y a des éléments d'ordre statistique par rapport au profil, l'âge, l'origine des candidats qui ont réussi. Et puis, ce rapport va faire aussi un état des faiblesses qui ont été remarquées, des qualités et de ce à quoi doivent faire attention les candidats pour le concours. Et quand on lit ces rapports pour le concours d'entrée à la magistrature, on s'aperçoit que les meilleures notes sont données non pas en droit civil, non pas en droit pénal, mais en culture générale. Il y a quelques années, un sujet sur l'eau avait été donné, l'accès à l'eau. Meilleure note en culture générale, en note de synthèse, et, C'est fou, hein. et, C'est fou. et voilà. Alors, tiens, Arnaud, je n'ai plus Internet, hein, donc si tu veux m'envoyer, je suis désolé, ça a des commentaires, faudra les photocopier, je suis désolé. Il y a des travaux, je n'ai plus Internet, donc je vais te faire marcher, cher Arnaud. Mais c'est fou quand même. D'ailleurs, tiens, une petite idée au municipal, je sais pas moi, s'il y a des candidats qui m'écoutent, si vous voulez avoir, je sais pas moi, si vous habitez, je sais pas moi, un village, le village de Montcuq, tiens, si vous voulez avoir un peu de monde chez vous, ben, demandez un Sciences Po, comme ça vous aurez, vous aurez des jeunes qui viendront à votre village, vous pourrez repeupler votre village, vous aurez votre Sciences Po chez vous. Mais au moins, vous savez, cher Bertrand, euh, au moins, les juges ne donneront peut-être pas des avis favorables ou des jugements, comment dire, selon le droit, mais au moins, nos juges, ils sauront tout sur l'eau, et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Oh, c'est important. C'est quand même important, quoi. Ah, Je veux ça, dire, c'est- vous avez une grande affaire, vous l'aurez perdu, vous pourrez dire j'ai perdu toutes mes affaires, même si j'étais pas hors la loi, mais mon juge savait tout sur l'eau. Ceci dit, on trouve des choses semblables pour le concours, l'accès en médecine, hein, en deuxième année de médecine, où on a vu des candidats écartés, ça avait fait scandale à Ouais. Caen notamment, parce qu'ils avaient réussi les matières de médecine, mais ils étaient écartés parce que dans leur mineur, ils n'avaient pas satisfait euh,
aux exigences. Il y avait eu un concours. C'est surréaliste. Mais oui, Donc, on est mal soigné, mais au moins au niveau progressisme, mon docteur il assure, hein, c'est ça, ça en ouais, fait. il y a un petit peu de ça. Mais pour ces juges, oui, il y a ce. Et puis, il faut le dire aussi, non seulement ils viennent de Sciences Po, ça peut en guérir, hein, C'est difficile, ça. ça reste quand même difficile. Quand on fait ces écoles, soi-disant grandes écoles, quand on commence par l'Alsacienne par exemple, qu'on arrive à Sciences Po et qu'on fait l'ENA, là je pense que le gars il a des métastases, il est métastasé progressisme. Je pense, hein. Oui. Et d'ailleurs, il ne se rend même pas compte qu'il est progressiste parce que ce qu'il vit, ça lui semble totalement naturel. Mais et il faut ajouter à ça, c'est l'âge de nos magistrats. Au concours 2024, le dernier pour lequel on a tous les éléments statistiques, l'âge moyen des magistrats reçus était de 24 ans. 24 ans. Si on fait quelques dizaines de kilomètres pour nous rendre au Royaume-Uni, on n'est pas juge avant 35 à 40 ans. Oui, mais la En Sandrine, ayant l'équivalent Sandrine Rousseau de la justice vous dira, oui, mais vous comprenez, en France, nous avons des chances telles que nous sommes supérieurs aux autres pays, donc forcément, ils sont plus intelligents, on doit les mettre à 24 ans. Oui, ils sont sans doute plus intelligents. Est-ce que ça en fait de meilleurs juges? Ça, c'est à voir. Parce que effectivement, quand on devient juge à une quarantaine d'années, hein, comme au Royaume-Uni et en Angleterre, eh ben la vie vous a éduqué. Il faut avoir également fait une quinzaine d'années de pratique professionnelle, souvent comme avocat et toutes les fonctions support autour. Et je dirais, tous ceux qui ont votre âge, le mien, qui ont dépassé 40 ans, savent bien qu'entre 25 et 40 ans, il se passe un certain nombre de choses et la vie vous met souvent quelques chocs dans les dents. Est-ce qu'on peut Hein, faire la on a. corrélation Est-ce qu'on peut faire la corrélation entre insécurité, euh, sortie parfois de manière prématurée de criminels, et la nouvelle justice? Alors, oui, et sans que ce soit totalement la faute des magistrats actuels, on a en France, depuis l'arrivée de François Mitterrand et celui dont on a fait un saint, Robert Badinter, un saint républicain, qui aurait été sans doute d'ailleurs rejeté par les grands saints républicains de la Révolution, mais ça c'est autre chose. Il y a une idéologie qui structure le code pénal depuis 1993, ce qu'on appelait à l'époque le nouveau code pénal, lorsque j'ai fait mes études. Euh, c'est l'idéologie de ce qu'on appelle la défense sociale nouvelle. La défense sociale nouvelle, c'est un courant criminologique issu de la pensée d'un magistrat français, Marc Ancel, et c'est une idéologie qui considère que finalement, avant toute chose, l'auteur des crimes ou des délits est d'abord une victime, et que l'objectif de la sanction doit être de le réinsérer. Alors, c'est vrai, c'est l'un des objectifs de la sanction, c'est également la réinsertion. Mais il ne faut pas oublier qu'il y en a aussi d'autres. Il y a d'abord la protection de la société, et ensuite le fait que pardon, le délinquant, le criminel, prenne conscience, c'est la rédemption du délinquant, qui prenne conscience de ce qu'il a fait est mal. Donc il y a une dimension de rédemption personnelle du délinquant ou du criminel, et qui parfois existent. On pense à Jacques Fesch. Jacques Fesch, c'est une histoire des années 60. Jacques Fesch est devenu l'assassin d'un policier. Il était issu de bonne famille, d'un bon milieu. Il a assassiné un policier, il a été condamné à mort. Et Jacques Fesch, manifestement, s'est converti, il a suivi son chemin de rédemption en prison. Il est d'ailleurs actuellement en voie de béatification. Et son dernier texte qu'il a donné quelques heures avant d'être guillotiné, commence par ces mots: Dans 3 heures, je verrai Dieu. On a donc quelqu'un qui est un criminel, qui a été jugé, qui a été condamné et exécuté, mais dont le chemin personnel avait largement avancé. Et finalement, celui qui a été guillotiné n'était sans doute plus dangereux pour la société. Ça pose des questions autour de la peine de mort, mais c'est tout autre chose. Mais il y a la rédemption donc du
délinquants. Oui, mais c'est la Mais il y a aussi, conversion vers Victor Hugo, c'est-à-dire voilà, Les Misérables, Jean Valjean. tout J'imagine à fait. que euh, le commencement, c'est ça en fait. Il y a cette démarche-là. Mais ensuite, il y a une dimension, il y a également la réinsertion du détenu. Il y a cette idée qu'à partir du moment où ce détenu, ce condamné, euh, l'a été, à un moment donné, il va sortir. Et il va sortir, il doit se réinsérer dans la société. Or, évidemment, au regard des taux de récidive, il y a l'idée qu'il faut favoriser au mieux cette réinsertion. Simplement, la défense sociale ne s'intéresse qu'à la réinsertion, ou quasi exclusivement à la réinsertion. Elle oublie le troisième grand point de la peine, de la sanction, c'est la protection de la société. Oui, la société a le droit d'être protégée de personnes qui ont des comportements déviants, des comportements dangereux, des comportements réitérés. Il est absolument invraisemblable d'avoir, alors des jeunes, mais ça peut être pour le cas des moins jeunes aussi, qui vont avoir, en étant mineurs, 10, 20, 30, 40 mentions, alors non pas nécessairement au casier judiciaire, mais au dossier judiciaire. Ici, il y a une faillite, il y a certainement une faillite de l'éducation parentale, mais il y a également une faillite de la sanction. Or, tout le code pénal est centré sur la réinsertion. Un exemple très simple, lorsque les auditeurs entendent parler d'une affaire de justice, ils s'entendront qu'un tel est condamné à 2 ans de prison. Alors, il faut savoir que 2 ans de prison aujourd'hui, dans la très grande majorité des cas, cela signifie clairement que la personne n'ira pas en détention. 2 ans de prison, cela signifie que elle pourra effectuer cette détention à son domicile avec un bracelet électronique. Alors, ce n'est pas un régime de liberté, mais c'est quand même très loin de ce que l'on entend ordinairement par la Oui, détention. mais là pour le coup, ce n'est pas la faute du juge, c'est le législateur qui a imposé ça. Alors, oui, c'est le législateur, mais il faut savoir que ce code pénal a été écrit sous l'influence de magistrats qui ont été la plume du législateur. Le code pénal a été préparé dans les bureaux du ministère de la Justice qui était sous la coupe, à partir de 1981 et de l'arrivée de Robert Badinter, par des juristes issus du syndicat de la magistrature, c'est-à-dire par des syndicalistes marqués par une idéologie marxiste. Quand on voit la détention, on a quand même cette affaire dont on a parlé il y a quelques jours, euh, l'assassin de la petite fille lors du mariage, son nom m'échappe, qui avait Nordal enlevé le la Landais, Nordal Lelandais, voilà, tout à fait. qui a pu faire un enfant en prison. Là, quand même, c'est quand même la folie. Hein. Voilà. Alors, il était en détention, dans une- voilà. Et là, bon, correspondance, il s'est marié. Bon, ça peut sembler curieux. Je ne m'étendrai pas sur le profil psychologique de la personne qui aujourd'hui va se marier avec Nordal Lelandais. Passons. L'amour est aveugle, paraît-il. Mais à un moment, je dirais, le mariage est quelque chose d'administratif, à un moment donné. Simplement, on les a autorisés à être ensemble, à avoir des moments d'intimité, jusqu'à ces... Bon, ils ont fait en sorte, elle a obtenu un enfant. Et lors d'un parloir suivant, il a tapé sur son épouse, et là, il vient de prendre une condamnation à 1 an de prison supplémentaire. Voilà. Mais chacun se rend compte qu'il y a quand même un problème profond à avoir un délinquant condamné à perpétuité qui se retrouve à avoir des relations intimes en prison et qui fait un enfant. On se pose, alors, il y a bien sûr des orphelins, mais on se pose pas la question quand même d'un équilibre psychologique pour un enfant éduqué sans son père ou voyant son père dans des conditions quand même très particulières. Ce sont des lois qui l'ont permis, effectivement, mais ce sont des lois qui s'inscrivent dans ce courant de la réinsertion. Finalement, ce courant de la défense sociale qui prend plus en compte les délinquants et criminels que la société. D'ailleurs, justement, l'exemple que vous prenez est très frappant parce que ça n'a choqué personne au sein des grands médias. Voilà, les gens ne se posaient aucune question. Ce qui a choqué, évidemment, c'est que madame ait été agressée par monsieur. Ça a plus choqué. Même si, bon, c'est choquant, évidemment.
même si c'est vrai qu'il faut dire aussi une chose, on a une société qui va très mal. J'ai appris dernièrement que Monsieur Salah Abdeslam, qui est aussi qui a été condamné à perpétuité et qui était pas au Bataclan, mais qui a fait partie de ce commando du Bataclan, a droit à ces milliers de courriers d'admiratrices demandant à se marier avec lui. Voilà, je pense aussi que la société va un peu mal. Alors, est-ce que c'est que de la faute des juges? Je n'en sais rien. Peut-être un peu aussi, mais c'est vrai que là, on sent que Ah, on a une justice qui quand même qui importe une inversion d'une forme de valeur. oui, et puis bah, dans ces affaires-là, ce qui est certain, c'est que si vous aviez un journaliste qui voulait en parler, je parlais d'une upper class mondialisée. Euh, le journaliste qui, à un moment donné, se poserait la question de faire un reportage sur les conditions de détention de Nordal Lelandais pour finalement s'en choquer, s'en interroger. En fait, très vite, il sait qu'il ne doit pas aborder ça. S'il a un début de prise de conscience, il sait que s'il aborde cette question, il devra le faire de manière absolument neutre. Alors que si jamais il se met à critiquer, il sait que très vite, il va se retrouver dans le camp du mal et que il devra peut-être essayer d'envoyer un CV à Radio Courtoisie pour travailler. Ouais. Euh, C'est ça qui est dingue, hein. On est vraiment dans la société de l'inversion, c'est-à-dire que Nordal Lelandais est plus important que la famille, la victime et la famille des victimes qui, ouais, elles, aujourd'hui, c'est elles qui ont pris perpétuité en réalité. Et c'est pas oui, Nordal et puis Lelandais. Parce que Nordal on a Lelandais des, vit sa vie tranquillement. on a la semaine dernière un dossier qui a été médiatisé par l'Observatoire des décisions de justice, où une jeune femme qui a été violée a porté plainte contre l'auteur du viol et l'enquête est en cours depuis, c'était il y a 2 ans, et elle est allée au domicile de son violeur qu'elle connaît pour lui dire de reconnaître ce qu'il avait fait, qu'on en finisse. Eh bien, elle a été condamnée parce qu'il a porté plainte contre cette intrusion de la jeune femme. Elle a été condamnée alors que le procès du viol n'est toujours pas tenu. Donc ici, il y a beaucoup de choses qui se réunissent. Il y a la lenteur de la justice, les difficultés de la justice. Alors même, il faut savoir, on n'a jamais mis autant de moyens matériels dans la justice. Effectivement, M. Dupond-Moretti a fait recruter de nouveaux magistrats, de nouveaux greffiers. La France est toujours bien en deçà des taux d'encadrement qu'on peut observer chez nos voisins européens. Mais oui, il y a d'énormes problèmes et je crois que les Français ne se reconnaissent plus dans leur Mais il justice. y a aussi, par exemple, dans la vie de tous les jours, et chacun des auditeurs qui nous écoutent peut vivre ça. Il est un auditeur et peut-être propriétaire d'un petit appartement qu'il paye à crédit. Il a droit à son squat ou un locataire malveillant qui a décidé qu'il ne paierait pas. C'est au minimum 2 3 ans. Et parfois, si, parce que voilà, vous pouvez être excédé, vous pouvez, je sais pas moi, avoir un acte un peu malheureux en disant monsieur, vous devez partir, et bien c'est vous qui serez condamné. C'est ça qui est fou, quoi. J'ai eu le cas d'un cambrioleur, j'ai vu ça, j'ai lu ça, un cambrioleur. A cambriolé un pavillon de province. Dans ce pavillon, il y avait, je crois, une piscine. Le gars a glissé, je crois, aux abords de la piscine. Et ce sont les propriétaires qui ont été condamnés parce que le cambrioleur a porté plainte contre les propriétaires en disant voilà, la piscine n'était pas aux normes de Tout sécurité à adéquates. Enfin, c'est euh, là, on fait. est dans une inversion totale en fait. C'est-à-dire que les criminels, les cambrioleurs, les squatteurs, les escrocs deviennent les victimes. On retrouve d'ailleurs en matière d'accident de la route, hein, si votre voiture est dérobée, si le conducteur qui a volé la voiture a un accident, votre responsabilité civile en tant que propriétaire de la voiture sera engagée. C'est le, c'est la conséquence de la loi Badinter de 85. Voilà.
vous parliez des squats. Je dois m'inscrire en faux contre ce que vous dites. Souvenez-vous, l'été dernier, c'était au mois d'août, à côté de Nîmes, une magistrate a eu sa résidence secondaire squattée. Ah oui, magistrate. Eh ben, c'est un hasard. Eh bien, en 48 heures, le dossier a été réglé et le squatteur expulsé. Ça montre bien que la justice peut fonctionner correctement dans ce pays. Oui, en Voyons. effet. Voilà, ça donne quand même l'idée du deux poids, deux mesures qu'on voit de plus en plus fréquemment quand on est confronté à la justice. Oui, mais Oui. regardez, là, ce qui est fou, c'est que la justice. Enfin, je veux dire, cette magistrate ou ces magistrats. Moi, j'ai connu, par exemple, une juge d'instruction. Je parle ça il y a plus de 20 ans. C'était une amie de ma mère. Et elle avait fait les gros titres des journaux. Elle était juge d'instruction au parquet de Bobigny. Et Oui. une jeune fille a été arrêtée à l'aéroport. Elle était mule. C'est-à-dire qu'elle portait Oui. des kilos de drogue. Évidemment, elle a dit bon, et c'est vendredi après-midi, etc. C'est le week-end. Vous reviendrez me voir lundi. Bon, elle est évidemment jamais revenue. Et donc, ça, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Et elle a fait les gros titres. Parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, les journalistes peut-être avaient quand même, quelques soubresauts de conscience. Et mais cette magistrate n'a jamais été inquiétée. Alors qu'elle a laissé sortir une mule qui portait des kilos de drogue dans ses valises. Alors, oui, alors là, on rentre dans le gros problème de la responsabilité des magistrats. Aujourd'hui, la responsabilité des magistrats est une vue de l'esprit, même leur responsabilité disciplinaire. Euh, il- la discipline des magistrats est assurée par le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, on constate effectivement depuis 10 ans une augmentation des procédures devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a un peu plus de condamnations de magistrats qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Simplement, quand on voit l'état des sanctions, il y a de quoi être inquiet. Alors oui, il y a des révocations parfois. On a depuis 2 ans, il y a 2 juges qui ont été révoqués. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont Alors, fait pour être évoqués? alors, le premier n'avait rien fait d'autre que des viols. Ah, bon. Le suivant avait été condamné pour inceste et pédopornographie. On est quand même sur un cas où la question ne se pose même pas de savoir s'il doit rester, je pense. En revanche, au-delà de ces affaires, dont la justice se sert d'ailleurs pour dire, mais regardez, nous sanctionnons des juges et durement. Il y a quand même, chaque fois qu'on a des atteintes à l'impartialité, c'est-à-dire des magistrats dont il est prouvé, puisqu'ils sont condamnés, qu'ils ont été partiaux dans leur jugement ou qu'ils ont été sensibles de l'une des deux parties. Est-ce que vous savez quelle est la sanction qui leur est mise lorsqu'il y en Dites-moi. a une? Dites-moi. On les déplace. Tu étais à Quimper, tu vas partir à Saint-Brieuc. Ou si la Normandie est trop proche, si la Bretagne est trop proche, pardon, allez, on va le mettre dans l'est de la France, à Châlons-sur-Marne ou Châlons-en-Champagne. Voilà. Euh, des magistrats, on a des dizaines d'affaires de harcèlement et de management toxique dans les locaux du tribunal. Les sanctions sont des déplacements de magistrats. Il n'y a pas de réelle responsabilité des magistrats. Et un dernier exemple, depuis la révision constitutionnelle de 2008, on a instauré une procédure de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les justiciables. C'est-à-dire que lorsque ceux-ci sont mécontents de l'action d'un juge, ils vont pouvoir saisir le Conseil supérieur de la magistrature. On a eu depuis 10 ans, la procédure a mis un peu de temps à être mise en place, les décrets d'application ont été longs, il y a eu près de 5000 saisines par des justiciables du Conseil supérieur de la magistrature. Alors bien sûr, ces dossiers sont étudiés, il y a un filtre, on vérifie qu'ils respectent bien les conditions de recevabilité. Ces dossiers sont déposés par des avocats. On peut penser que si les dossiers n'étaient pas sérieux, les avocats les auraient écartés. On aurait dit à leurs clients, écoutez, non, je crois que ça ne vaut pas la peine. Bien, sur ces 5000 dossiers, il y en a 90 qui ont été transmis au Conseil supérieur de la magistrature.
Sur les 90, il y en a 9 qui ont fait l'objet d'une présentation devant le CSM et ils ont donné lieu à une sanction pour 5000 requêtes. Et la sanction a été un blâme. Donc évidemment, un juge va vous dire, bah, regardez, c'est la preuve que cette procédure fonctionne, puisqu'un justiciable peut obtenir directement la condamnation du juge devant le CSM. Dans Mais, les faits, 1 sur 5000 en 10 ans. mais est-ce que les juges ne se sont pas engouffrés dans ce fameux terme que l'on a créé justement dans les années Mitterrand, indépendance de la justice? Oui, c'est l'indépendance, mais dont on ne détermine jamais exactement les contours, une indépendance au nom de laquelle il s'autorise à tout faire. Et à tous les niveaux. Souvenez-vous, au moment de la dernière présidentielle, Laurent Fabius, qui était alors président du Conseil constitutionnel et qui, quoi qu'on en pense, se trouvait en situation d'être juge, qui déclare que le programme de Marine Le Pen n'est pas applicable en France. Ce qui laisse entendre que lui, en tant que juge, fera tout pour le bloquer. En tant que Euh, il, juge et non juriste. Alors, il a fait l'ENA, il a fait un peu de droit. À l'époque, on en faisait un peu plus, mais l'essentiel de sa carrière a été de faire de la politique, hein. Le droit qu'il a connu, c'était avant 1975, hein. Ça commence à dater un petit peu. Donc, on a ici des partis pris politiques clairs. Alors, on va passer à la seconde partie d'émission, cher Bertrand et chers amis auditeurs. C'est vous les patrons de la station de radio. Pourquoi nous avons besoin de vous? Parce que c'est ce qui nous rend indépendants. Toutes les grandes radios, elles, ont des annonceurs, c'est-à-dire des publicitaires, des publicités, des marques, etc. Elles vivent grâce à ça et aussi aux milliardaires, mais aussi bien entendu à ces annonceurs. Et les annonceurs choisissent les invités, choisissent les thèmes. En tout cas, ils choisissent les thèmes qu'il ne faut surtout pas toucher. Voilà. Nous, ce n'est pas le cas. On parle de tout. C'est parce que vous en êtes les patrons. Donc, continuez à nous soutenir. Je suis avec Bertrand Saint-Germain, docteur en droit. Il a écrit cet excellentissime livre qui va montrer, bien entendu, à la caméra, parce qu'on est aussi filmé La République des juges contre la nation. Comment s'en sortir aux éditions du Verbe Haut? Alors j'ai une question d'auditeur, cher Bertrand. Tiens, bien Monsieur Boursier d'être au milieu des travaux. Bah oui, enfin je suis pas au milieu des travaux, hein. C'est les travaux sur la pièce d'à côté. Que penser de la féminisation du corps judiciaire? Les hommes ont-ils un quotient intellectuel inférieur? Quel profil psychologique cherche-t-on chez les femmes magistrats? Alors, la première chose à dire, c'est qu'on a très peu d'études sur les femmes magistrats et surtout encore moins d'études qui porteraient sur le fait de savoir si une femme juge différemment d'un homme. Les quelques études dont on dispose en France sur la féminisation, sur le rapport des femmes à la magistrature, c'est de dire qu'elles s'orientent plus massivement que les hommes vers certaines fonctions, notamment les contentieux de la famille ou les contentieux de la protection. Ce que l'on doit dire aussi, c'est que cette place des femmes dans la magistrature, elle est aussi le produit de la féminisation de toutes les professions juridiques. Si vous allez dans un amphi de première année de droit, on a en première année de droit au moins 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes. Si vous allez dans une école d'informatique, la proportion ne sera pas semblable. Alors, quelle est la part de l'inné et de l'acquis? Je ne sais pas, mais il y a ce fait. Donc, la féminisation se retrouve dans les facultés de droit et dans les IEP, va se retrouver au moment du concours. Mais on n'a Ça, pas une c'est une première statistique sur chose. on n'a pas une statistique sur le fait qu'elles jugent plus sévèrement, moins sévèrement? Alors, non, on n'a rien. On a quelques études très partielles aux États-Unis. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, un universitaire qui s'amuserait à vouloir faire une recherche pour savoir si les femmes jugent de manière plus laxiste ou plus sévère que les hommes, déjà, il sait qu'il n'aura pas de financement. L'universitaire qui fait ça sait également qu'il va être carbonisé pour toute sa carrière.
Donc il ne le fera pas. C'est comme aujourd'hui, un universitaire qui serait climato-sceptique ou qui aurait quelques doutes sur les explications officielles, il sait que s'il s'engage dans cette ligne, il sera carbonisé pour toute sa carrière. Donc il ne le fera pas. Donc, les femmes, on est sur un taux de féminisation d'un peu plus autour de 80% à l'entrée à l'école de la magistrature. Oui, c'est vrai. Pour Voilà. le coup, vous savez, j'ai été mis en examen quelques années de cela. Bah oui. Mais ça, en fait, j'ai appris à ce moment-là que en fait, ça ne voulait pas dire grand-chose parce que j'étais mis en examen pour diffamation par voie de presse. C'est-à-dire que et j'avais appris à l'époque que c'était quelque chose qui était quasiment automatique. C'est-à-dire que si quelqu'un, lorsqu'on écrit quelque chose sur lui, porte plainte pour diffamation, par voie de presse, vous êtes mis en examen quoi qu'il arrive. Donc j'ai été mis en examen Oui. à la Cité par un journaliste de BFM qui n'était pas content parce que j'avais écrit qu'il avait eu un syndrome de Stockholm par rapport à... Enfin, pas moi qui ai écrit, pardon. Un de mes auteurs avait écrit ça, qui était psychiatre, il s'appelle Nicolas Hénin, parce que j'ai gagné l'affaire en fait. Et en appel aussi. Il avait écrit que ce monsieur avait un syndrome de Stockholm parce il aimait beaucoup les djihadistes. Et il avait été kidnappé par les djihadistes en son temps. Et donc, il a porté plainte contre moi. Et j'ai pu voir, moi en tant que directeur de publication, et j'ai pu voir vraiment, pour le coup, de l'intérieur un peu comment ça se passait. Et en effet, euh, j'ai vu ça, à l'époque c'était le tribunal de la Cité, euh, j'ai pu voir qu'en effet, que c'était entre greffières, juges, etc., ce n'était que des femmes. Évidemment, je pense, d'une obédience politique tendant vers le PS, je pense, puisque sur cette affaire-là, alors que j'ai gagné en première instance, en appel et sans avocat, alors que le type, il avait 2-3 avocats qui le conseillaient, eh bien, alors que quand vous êtes mis en examen par voie de presse, on peut, au bout de 3 mois, dire bon, bah écoutez, ça va, on arrête la procédure. Eh ben, la procédure n'a pas été arrêtée parce que c'était évidemment politique, forcément. Et j'ai l'impression que ces femmes-là ont voilà, une idéologie socialiste et que vraiment elles s'y tiennent pour le coup. Hein. Voilà, alors au-delà du socialisme politique comme parti, oui, c'est la culture socialiste. D'ailleurs, on le voit dans quelques affaires. La juge qui présidait le jury, qui a condamné Marine Le Pen en première instance l'an dernier, euh, cette juge explique, a déclaré qu'elle est entrée en justice grâce à Eva Joly, Ah oui. grâce à l'action Alors d'Eva rappelons Joly. qui est Eva Joly parce que peut-être certains ne se rappellent plus. Hein. Alors, Eva Joly était une magistrate qui, quittant la magistrature, est devenue la candidate d'Europe Écologie Les Verts aux élections présidentielles et qui apparaissait comme le symbole de ces femmes qui allaient tout rénover, tout changer et tout amener de manière différente. Or, quand vous êtes une femme politique, un homme politique, euh, sur la ligne de celle de Marine Le Pen, vous savez que l'un de vos juges est devenu juge grâce à l'action d'un candidat écologiste militant de gauche, il y a quand même de quoi s'inquiéter. Nicolas Sarkozy a été jugé en première instance par un jury dont le président était une femme qui avait organisé des manifestations contre la politique de Nicolas Sarkozy. Euh, Ça fait peur. Mais justement, bon, moi à titre personnel, je veux pas défendre vraiment Nicolas Sarkozy parce que voilà, Non, je pense qu'il a trahi la France, donc je vais pas le défendre. Mais malgré tout, en effet, c'est pas normal que cette juge comment dire, organisait justement des manifestations contre lui puisse être celle qui va apporter la peine de prison. Mais est-ce que le droit français permet, comme chez les Américains, de récuser ces juges? concrètement, non. Alors, oui, il existe une procédure de récusation. Simplement, cette procédure, elle est strictement encadrée. Il faut que le juge soit dans un lien familial direct avec l'une des parties au procès ou qu'il ait des relations prouvées avec l'une des parties.
Alors, Et oui, s'il y a pas ça, il n'y aura pas de récusation. Alors, ce qui est possible, c'est que le juge se déporte. C'est-à-dire qu'il dise tout simplement, moi, dans cette affaire, je ne peux pas envisager les choses sereinement parce que on pourrait penser que je suis près de l'une des parties, donc je me retire. mais ça n'arrive jamais. Alors, on ne le sait pas, mais ça arrive. En revanche, ce qui serait très important, c'est que, et ça fait partie des propositions que j'évoque, hein, c'est que la France s'engage résolument dans plus de transparence, Bien qu'on sûr. puisse récuser les juges. Vous Alors, avez ça on dans va parler d'autres des pays. solutions. On va parler des solutions. On va utiliser là, il nous reste 40 minutes, mais on va utiliser les 20 dernières minutes pour les solutions. Mais je voudrais parler de quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Alors, certes, il y a le côté voilà, la justice civile, pénale, etc. Mais il y a aussi la justice liée euh, au droit, enfin, je veux dire, à la politique, pardon. C'est-à-dire que on a cette. Parce que le Conseil constitutionnel, par exemple, je vais prendre des termes, ou le Conseil d'État, là, eux se mêlent de politique, c'est-à-dire que le législateur ou l'exécutif n'est plus libre d'appliquer une politique pour laquelle le peuple a voté pour lui, parce que on a une justice politique qui peut supprimer des articles d'une loi qui a été votée, qui peut même supprimer toute une loi, par exemple, qui a été votée. Et là, pour le coup, Oui. là, c'est grave. Parce que vous avez parlé de Marine Le Pen. Si par hasard Marine Le Pen est élue, en effet, est-ce que Marine Le Pen pourrait appliquer la politique pour laquelle le peuple l'a élue? Alors, si Marine Le Pen devait être élue présidente, la politique qu'elle mettra en place, si on peut prendre cette image, ça ne va pas se passer naturellement. Il faudra soit les forceps, soit une... ah, je perds le nom. Enfin, la grossesse se terminera difficilement. Il faudra se battre contre la justice. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel s'est effectivement érigé, voilà, je retrouve par césarienne. La loi ne sortira pas comme ça. La justice s'est érigée, et le Conseil constitutionnel s'est érigé en un tel pouvoir qu'il faudra aller au bras de fer. Alors, pour faire passer les lois. Ce qui est rassurant, c'est que cela s'est déjà produit. Ça s'est produit il y a 2 siècles, à la veille de la Révolution, et ça s'est également produit, beaucoup plus près de nous, il y a une trentaine d'années. Le bras de fer entre le juge et le politique ne peut se terminer que par la victoire du politique, c'est-à-dire par la démocratie. Si le politique n'emporte pas ce combat, nous ne serons plus dans un régime Qu'est-ce démocratique. qui se passait il y a 30 ans? Il y a 30 ans, on était donc en 1993. Une loi avait été loi sur le contrôle de l'immigration et notamment loi comportant des dispositions relatives à l'asile. Ces dispositions relatives à l'asile avaient été censurées par Robert Badinter, dont nous parlions tout à l'heure, et par le Conseil constitutionnel. Simplement, pour une fois, le législateur, au lieu d'en rester là, les gouvernants, au lieu d'en rester là, ont dit, eh bien non, on va faire un lit de justice pour imposer une autre décision. Édouard Balladur était Premier ministre, et ce qu'il a fait, eh bien, il a décidé de procéder à la révision de la Constitution. Il a dit au juge, vous dites que cette loi qui réforme le droit d'asile est contraire à la Constitution, eh bien moi, avec les représentants du peuple français, nous allons inscrire ces mesures relatives à l'asile dans la Constitution. Et vous, juge, vous devrez vous incliner devant la volonté supérieure du peuple. Alors la chance qu'a eu aussi Balladur, il faut se rappeler 93, c'est que il n'y avait plus que 40 députés PS dans toute l'Assemblée nationale et je crois 500 et quelques députés à l'époque RPR et UDF à l'Assemblée nationale. Et comme pour réviser la Constitution, il faut les 3/5 du Parlement, c'est-à-dire Sénat, Assemblée nationale compris, là il a pu passer en force. Tout à Je fait. doute que 2027, y ait Madame Le Pen avec les 3/5 de l'Assemblée nationale. Effectivement, mais il y a une autre voie.
La révision de la Constitution, prévue à l'article 89 de la Constitution, dit bien qu'on a d'abord un vote dans chacune des deux chambres, mais la suite, donc à la majorité simple, ça c'est accessible, mais ensuite l'article 89 prévoit que la proposition, le projet de révision doit être validé par référendum. C'est ça la règle de la Ve République. Il est prévu à la phrase suivante que, par exception, on peut avoir recours au Parlement réuni en Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, ensemble, qui pourront voter le texte à la majorité des 3/5. Mais ce qui est présenté dans la Constitution comme une exception, dans les faits, est devenu la règle. On a une seule fois révisé la Constitution selon la procédure prévue, à savoir vote par chacune des deux chambres, puis référendum. C'était pour le quinquennat en 2000. Mais là, si on considère qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, pas de majorité des 3/5, eh bien qu'à cela ne tienne, allons devant le législateur suprême, le peuple, c'est prévu. Et là, Parce qu'il y a eu une révision de la Constitution en 2008, est-ce que le référendum, est-ce que le président peut demander le référendum comme le De Gaulle pouvait le demander, ou est-ce qu'il y a quand même une participation du Parlement derrière? alors ça, c'est l'autre voie qui serait possible, c'est-à-dire la révision constitutionnelle directe en application de l'article 11, c'est-à-dire demande du Premier ministre au président de la République et le président de la République convoque le peuple. Voilà. On n'ose pas imaginer que le Conseil constitutionnel s'oppose à cela. D'ailleurs, en 1962, quand De Gaulle y avait eu recours pour l'élection au suffrage universel direct, le Conseil constitutionnel s'était incliné devant la volonté populaire. Non, Le mais je législateur pose la suprême, c'est question. le peuple. Moi, je vais vous dire, je pose la question parce que les gens sont fatigués des deux quinquennats Macron. Ils attendent 2027 avec quasi grande impatience, un peu comme Edmond Dantès dans sa cellule, voilà. Et donc voilà, à cocher quasiment les jours. Et les gens ont espoir de ce 2027. Mais nous aussi, on est un média et on doit informer les gens. Et c'est très bien. C'est pour ça aussi que j'ai voulu vous avoir ce matin, cher Bertrand. Parce que les gens ont dans leur imaginaire que la Ve République, c'est encore l'époque du général de Gaulle, il est président, il dit bon, l'intendance, c'est vous, faites comme ci, comme ça, et puis voilà. Alors que ça ne se passe pas de cette manière. C'est-à-dire que Madame Le Pen ou un autre, ou M. Bardella, ou je ne sais qui, ou M. Retailleau, ou je sais qui, enfin, j'en sais rien, M. Mélenchon, s'ils sont élus président de la République, comme ils sont quand même, je pense qu'ils seront minoritaires dans le fond. Je parle pas au Parlement, mais minoritaires au sein des juges politiques. Est-ce qu'ils pourront gouverner comme ils le souhaitent, ou est-ce qu'ils devront à chaque fois passer par référendum? Je crois que la réponse nous a été donnée par un petit pays d'Amérique centrale, c'est le Salvador. Le président Bukele, l'an dernier, qui a été brillamment réélu d'ailleurs, a tenu ses propos. Il a rappelé que on ne pouvait pas réformer un pays sans destituer les juges corrompus. Quand il parle de juges corrompus, l'habitude, quand on entend parler de corruption, on pense à la corruption matérielle, financière, d'un juge acheté. Il y en a sans doute, mais ce ne sont pas les plus nombreux. En revanche, la corruption, euh, c'est aussi quelqu'un qui ne juge plus droitement. La corruption, c'est quelqu'un qui se sert de sa place pour imposer son idéologie à la volonté populaire. Eh bien, ces juges doivent être destitués. C'est ce qu'a fait le président Bukele au début de son premier mandat, et cela a permis, alors par des méthodes brutales, mais dans les circonstances exceptionnelles, il faut parfois des méthodes Mais brutales. Il a, alors, je suis oui, il a d'accord avec fait. vous. Je suis totalement d'accord avec vous. À la différence, c'est que le Salvador n'est pas au sein de l'Union européenne. Et je vais prendre un exemple d'un pays de l'Union européenne qui a fait pareil
et qui a eu quelques soucis, on va dire, c'est la Pologne qui, à l'époque de parti PiS, il y a quelques années de Oui, cela, avant l'arrivée de M. Tusk, a destitué de manière brutale des juges parce que c'était des juges qui travaillaient à l'époque, dans les années 80, des anciens juges avec Moscou, voilà, mais de l'époque de l'Union soviétique. Et donc, ils ont cherché à les destituer. Et l'Union européenne, par conséquent, a mis le nez dedans et a sanctionné. Bon, après, la Pologne est allée jusqu'au bout, mais ça a été un bras de fer excessivement fort. Pour le coup, sur cette oui. question-là, je parle. Hein. Ah, Est-ce que, ah, moi, la façon dont je vois les hommes et femmes politiques d'aujourd'hui, j'ai peur qu'ils alors, lâchent l'affaire avant ça, quoi. oui. Alors, pour la Pologne, vous avez tout à fait raison, sauf que ça s'est terminé par la défaite de la Pologne. Ah bah oui, bah tiens, voilà. En plus, en Voilà. plus. Alors, oui, les Polonais se sont couchés, eu égard aux sanctions extrêmement fortes mises par la Cour de justice de l'Union européenne, aux amendes, et le gouvernement polonais s'est couché. Simplement, il y a une grosse différence entre la Pologne et la France. C'est que, ça réjouira nos amis souverainistes, mais il faut quand même se souvenir que la Pologne dépend financièrement de l'Union européenne. La France est un contributeur net de l'Union européenne. Ça veut dire que chaque année, lorsque l'on verse 100 à l'Union européenne nous restitue 30. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui dépend de la France, pas l'inverse. Si du jour au lendemain, on part en conflit avec l'Europe également, et il faudra sans doute le faire pour amener à une renégociation du fonctionnement actuel, euh, c'est l'Europe qui a besoin de la France financièrement. Si la France cesse ses contributions, c'est l'Europe qui devra cesser la ceinture. Du jour au lendemain, la France retrouvera une marge d'autonomie financière et politique. Donc ici, la Cour de justice de l'Union européenne saura faire attention. Je reviens sur un épisode un peu lointain. En 2007, lorsque Nicolas Sarkozy est devenu président, il y a eu au sein des institutions européennes, quand il est arrivé, un moment de flottement. C'est-à-dire que les gens de la Commission craignaient un peu Nicolas Sarkozy en ayant l'impression que ce candidat allait bouleverser les choses et qu'on avait retrouvé la France. Très vite, cette crainte a disparu. Ils se sont bien rendus compte que la France était comme avant et que l'Union européenne pourrait continuer à faire ce qu'elle voulait. C'est ce qu'on avait vu avec le traité. Oui, le traité de Lisbonne. Mais ici, si vous avez des véritables dirigeants, alors est-ce que notre classe politique actuelle a la colonne vertébrale et la volonté pour rentrer dans ce bras de fer et s'opposer? La question mérite encore d'être posée. Mais la France n'est pas dans la situation de la Pologne. Mais La même si, France n'est imaginons en France, il y a ce bras de fer. Est-ce que. Parce qu'on le sait très bien que, enfin, il y a un dogme politique qui explique les fameux 100 jours où, lorsqu'un président arrive, il a ces fameux 100 jours pour imposer le gros de ses réformes. Est-ce que s'il y a bras de fer avec le Conseil constitutionnel, Conseil d'État, etc., est-ce que ça prend du temps déjà, ce bras de fer? Est-ce que sur ces fameux 100 jours, imaginons qu'on a un nouveau président avec une colonne vertébrale, est-ce que ces fameux 100 jours, bah écoutez, il pourrait mettre en place ces réformes sur ce fameux 100 jours? en- Tout ne sera pas fait, mais on peut s'engager sur la bonne direction. Il y avait eu en 1988 un livre de Jean-Claude Martinez qui s'appelait Les 100 premiers jours de Jean-Marie Le Pen à l'Élysée. Oui, on peut, et on doit d'ailleurs, on devra dans ces 100 premiers jours marquer un nouveau cap. Ensuite, tout ne va pas être réglé en 100 jours. Le bras de fer sera certainement long, mais il faut le savoir, la France a les moyens politiques, économiques et même financiers malgré tout, de tenir ce bras de fer. L'Europe a besoin de nous. Euh, L'Europe impose sa volonté aussi parce que nous avons des dirigeants faibles et qui lâchent l'intérêt de la France. On a à beaucoup d'égards
une classe dirigeante qui est compromise et qui se fait la vassale zélée et de l'Union européenne et des États-Unis. Là-dessus, on le voit très nettement. Donc, on pourra, dans ces 100 jours, imprimer un nouveau cap. Il faudra ensuite du temps pour que le reste de la machine suive, mais je crois que la France, les Français, attendent réellement un changement. Oui, il faudra un changement. Alors, j'ai question d'auditeurs. Le problème posé n'est-il pas seulement l'un des aspects de la contradiction fondamentale entre citoyenneté artificielle et nationalité naturelle, c'est-à-dire entre la république jacobinisme totalitaire bureaucratique et celle du fédéralisme libertaire démocratique? Alors, c'est sûr que faut dire que si la France aujourd'hui n'avait que le problème de la justice, ce serait finalement peut-être assez simple à régler. Mais les enjeux, les défauts, les difficultés que l'on rencontre dans la justice sont aussi le reflet de changements beaucoup plus vastes. Euh, Quand on prend la délinquance, le traitement de la délinquance, la fameuse délinquance des mineurs, on a des mineurs d'aujourd'hui qui ne sont pas les mineurs de l'ordonnance de 45. Euh, on peut aussi avoir une partie d'une délinquance souvent d'origine étrangère dans lesquelles le rapport à l'autorité et à la force n'est pas le même. Parce que on dit très souvent que les jeunes ne connaissent pas l'autorité. C'est absolument faux. D'ailleurs, vous regardez dans les phénomènes de narcotrafic, de gangs, ils connaissent l'autorité et ils connaissent la réalité de la sanction. Le jeune chouffe dans un quartier, il sait que s'il ne fait pas son travail correctement, il sera lourdement sanctionné. Donc, oui, le problème est large, il est multiforme. Mon essai n'ambitionne pas de régler tous les problèmes, mais il vise déjà à montrer comment, en matière de justice, on peut assez facilement remettre la France sur le droit chemin et briser cette république des juges qui encadre la volonté de la nation. Alors, on va parler des solutions. Là, on va prendre le reste de l'émission pour parler des solutions. Je vais quand même lire un commentaire, mais qui m'est dédié. On va dire bonjour Monsieur Borowski. Attention à la correction de votre langue. Vous n'avez pas respecté le bon accord de sujet et du complément d'objet en disant à deux reprises la politique pour lequel au lieu de la politique pour laquelle. Nous sommes à la radio et qui plus est sur Radio Courtoisie où l'on se doit de bien parler, de parler une belle langue comme aurait dit Jean Ferré. C'est-à-dire une langue exacte et harmonieuse à tout point de vue, à bon entendeur, à bon parleur. Salutations courtoises. Bien entendu, je m'en excuse, je bats ma coulpe, il m'arrive des fois mais je suis étranger, c'est pour ça. Donc j'essaye de faire des progrès le plus possible. Mais malheureusement, je suis tellement entouré par les TikTok, les YouTube et tout, et par là, et par aussi certains jeunes qui ne font pas ces efforts. Mais je bats ma coulpe, cher auditeur de Radio Courtoisie. Donc, cher Bertrand, Mike, à ceux qui ont beaucoup péché, il sera à pardonnez ceux quand qui ont même. beaucoup péché, il sera beaucoup pardonné, Bah, tant Mike. mieux, tant mieux. Tant mieux. Donc là, nous allons parler des solutions parce que des solutions existent et qu'il faut, voilà, il faut les rabâcher, les rabâcher. D'ailleurs, elles sont dans votre livre. Montrez-nous votre livre, La République des juges. Voilà, contre la nation et comment en sortir aux éditions du Verbe haut, Bertrand Saint-Germain. Moi, vous savez, je me suis présenté à des élections législatives en divers droite en 2012 en Seine-Saint-Denis. Et à l'époque, j'étais encore attaché parlementaire. Et j'avais comme proposition, c'était l'élection des juges. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut être, par exemple, une solution? Alors, oui, simplement, il faut bien savoir que parler d'élection des juges, ça supposerait une refondation totale de notre système politique. L'élection des juges, elle peut s'entendre de plusieurs manières. Alors, euh, l'élection, ça vient du latin eligere, ça veut dire choisir. En tant que tel, l'élection ne veut pas dire le vote.
C'est important de... Simplement, quand on prend le mot élection, on peut donc l'envisager à la fois comme le vote, le système américain, globalement, ou le Mexique, ou le Japon à certains égards, la Suisse, ou alors l'élection au sens du choix. Et le choix, ce serait finalement le choix de son juge, la liberté de choix de son juge. Et finalement, on a ici deux voies qui me paraissent intéressantes sur lesquelles s'engager. Alors, je vais commencer par celle sur laquelle vous ne m'attendez pas, c'est le choix de son juge. Euh, mais ce serait une réforme d'ampleur, mais on va dire, question simple finalement, a-t-on besoin d'un juge? Et lorsque je dis ça, loin de toute provocation, je parle du juge en tant que professionnel de la justice, salarié par l'État pour régler les litiges. Pas nécessairement. D'ailleurs, Montesquieu qu'on cite beaucoup, mais qu'on ne va pas lire. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, écrit noir sur blanc qu'il ne faut pas de juge professionnel. Il faut que le juge soit tiré de la nation, dit-il, donc élu, désigné, qu'il tranche un certain nombre d'affaires et qu'ensuite il retourne dans la nation. C'est ce que vous avez en Grèce. À Athènes, ce sont les citoyens qui jugent. Ils sont tirés au sort parmi les volontaires. Et d'ailleurs, ça rejoint ce dont on parlait tout à l'heure. À Athènes, vous pouviez voter à 18 ans, mais il fallait attendre l'âge de 30 ans pour être juge. Les juges sont tirés au sort, ils entendent les affaires, ce sont des citoyens comme vous et moi, puisque nous avons plus de 30 ans, et ils tranchent. Et si à l'élection suivante, ils ne sont pas tirés au sort, ils retournent dans leurs activités quotidiennes. Si l'on prend, se rapproche de nous, on traverse la mer Adriatique, on va à Rome. À Rome, il n'y a pas de juge au sens de juge professionnel dont le métier serait de régler les litiges entre les Romains et les habitants de Rome. À Rome, le prêteur, quand il y a litige, on va voir le prêteur fixe, détermine le cadre de ce litige, c'est-à-dire c'est de l'escroquerie, c'est de l'abus de confiance, c'est du vol. Et ensuite, les deux justiciables se mettent d'accord ensemble et sous le contrôle du prêteur pour trouver un juge, c'est-à-dire un arbitre, une personne qui va trancher leur litige. C'est celui qu'on appelle le iudex. Le iudex, on va le voir, parce que c'est un citoyen réputé pour sa sagesse, sa connaissance du droit et sa capacité à trancher. On va le voir chacun avec son avocat, avec ses arguments. Le iudex écoute les deux parties, le demandeur et le défendeur, et le iudex tranche. Et d'ailleurs, cette logique du iudex, on la retrouve dans la 1791, au moment de la Révolution, où on met en avant la nécessité que la conciliation, faire trancher le litige par le juge de paix, élu d'ailleurs, doit être la règle. Donc, par l'élection des juges, on pourrait, on devrait renforcer cette possibilité pour les citoyens de faire trancher leur litige par un tiers de confiance qu'ils auraient pu éventuellement élire. Finalement, ce que font les entreprises lorsqu'elles ont des litiges commerciaux, eh bien, il faut le favoriser au niveau des citoyens. Ça, maintenant, l'élection, la voie la plus commune de compréhension du mécanisme, celle sur laquelle vous m'attendiez, Mike, c'est l'élection des juges tel qu'il fonctionne, par exemple, aux États-Unis. Mais il y a d'autres endroits, là. Je sais, le Mexique, la Suisse. Alors, aux États-Unis, l'élection des juges ne fonctionne pas au niveau fédéral, pas à la Cour suprême, mais elle fonctionne dans les États américains. Alors, il n'y a pas une élection des juges, il y a 50 élections des juges. Il y a 50 élections des juges parce que les systèmes divergent d'État à État. Mais la règle principale dans ces États, c'est que c'est le peuple qui a le pouvoir et le peuple délègue son pouvoir. C'est ainsi qu'aux États-Unis, selon les États, on pourra élire son juge comme on pourra élire son shérif. Et surtout, ce qui va de pair avec l'élection, et c'est là où le système américain devient intéressant, c'est que si on l'a élu, on pourra également le destituer. Le peuple qui a la faculté de nommer son juge a la faculté de le destituer. Et ça, c'est intéressant. J'étudie le bilan de ces jurisprudences de destitution de juges aux États-Unis. Il y en a. Il n'y en a pas énormément,
ce qui prouve que globalement les juges donnent satisfaction, mais il y en a. Et c'est-à-dire que pour le juge, ça fait peser sur lui un autre sens de la responsabilité. Il sait que s'il n'est pas indépendant, s'il est partial dans ses décisions, s'il est mauvais, si sa politique est trop idéologique, si elle ne correspond pas aux vœux de la nation, eh bien, il rend des comptes et il peut être destitué. Et on a des exemples. Voilà. Donc, on a eu, il y a quelques années, dans l'Iowa, des juges de la Cour suprême qui ont eu à statuer sur une demande de mariage. À l'époque, c'était de mariage de personnes de même sexe. Et ces juges de la Cour constitutionnelle de l'Iowa ont dit à l'unanimité, je crois qu'ils étaient 9 ou 7, pardon, ils ont dit à l'unanimité qu'il n'y avait pas lieu d'interdire le mariage entre personnes de même sexe. Eh bien, quelques mois plus tard, alors, il y avait une autre élection, c'était ce qu'on appelle aux États-Unis une élection de rétention. C'est-à-dire que des juges vont être recrutés de manière administrative, CV, audition, recrutement, expérience. Mais ensuite, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, périodiquement, ils doivent retourner devant le peuple qui va voter pour les maintenir en place ou mettre fin à leur mission. Eh bien, quelques mois après cette décision sur le mariage homosexuel dans l'Iowa, et quoi qu'on pense de la question par ailleurs, deux de ces juges faisaient l'objet d'une élection de rétention. On a vu la mobilisation la plus grande qui ait jamais existé pour une élection de rétention. On a eu près de 80% de votes cette année-là dans l'Iowa, une campagne électorale qui s'est focalisée sur ce jugement et pas les autres, effectivement. Et à l'issue du référendum, on a eu un résultat qui a été à 51-49 et les deux juges ont été destitués. C'est-à-dire que le vote a eu lieu le mardi, le mercredi, ils n'étaient plus juges. Ils ne rendaient plus la justice au nom du peuple de l'Iowa. Voilà. C'est un cas assez rare à ce niveau-là. C'est, je crois, quasiment l'unique cas aux États-Unis. On a vu des destitutions de juges inférieurs, des juges de comté, mais c'est possible. Le juge ici est confronté à la responsabilité. Parce que, comprenez-moi bien, dans cette affaire de l'Iowa, on a bien des juges qui ont interprété la loi en considérant que le principe d'égalité justifiait un mariage entre personnes de même sexe. La bonne manière d'obtenir le mariage entre personnes de même sexe, si on le souhaite, c'est que les représentants ou le peuple par référendum adoptent une loi qui dise oui, le mariage est autorisé à des personnes de même sexe. Ce n'est pas au juge de le dire, c'est au peuple. Et d'ailleurs, c'est ainsi que ça se passe aux États-Unis. Euh, on a beaucoup parlé parce qu'en 2022, aux États-Unis, la Cour suprême a mis fin à la jurisprudence Roe versus Wade sur l'avortement. Alors, elle y a mis fin, plus exactement, la Cour suprême a dit qu'il n'y avait pas de liberté constitutionnelle autorisée au niveau des États-Unis, de l'État fédéral, qu'il n'y avait donc pas de droit à l'avortement au niveau fédéral. Mais quand la Cour suprême fait ça, elle n'interdit pas le recours à l'avortement. Elle dit qu'on ne peut pas se fonder sur la Constitution américaine pour réclamer un quelconque droit à l'avortement, que cela relève donc des États fédérés et que c'est à chacun d'eux, donc au peuple, de déterminer si oui ou non l'avortement est possible. Et à la suite de cette jurisprudence de 2022, il y a une dizaine d'États américains qui ont modifié leur constitution pour permettre l'avortement, comme d'autres ont modifié leur constitution pour bien dire que l'avortement était interdit. Quoi qu'on pense de cette question, ici, la Cour suprême a fait œuvre de sagesse en disant que une décision aussi grave, ce n'était pas au juge de la prendre, c'était aux citoyens. Quelles pourraient être Voilà ce que permet les autres solutions? Il nous reste 7 minutes. Alors, l'élection des juges, le choix du juge, la transparence. La transparence pour savoir qui est son juge. Prenons la Roumanie, c'est un pays de l'Union européenne, donc c'est autorisé, c'est permis. En Roumanie, vous avez un site internet, j'encourage les lecteurs à aller consulter, c'est depuis une loi de 2003. Chaque juge fait une déclaration d'intérêt, elle explique
quels sont ses intérêts, ses activités associatives, ses activités politiques, les parts qu'elle pourrait avoir dans une société immobilière ou dans une entreprise. Il y a une transparence et c'est rendu public. Et donc, vous pouvez savoir si le juge qui va vous juger euh, a un engagement politique ou pas. Ça ne rend pas nécessairement la justice meilleure, mais au moins ça permet de savoir. Et comme la chose nourrit les fantasmes, les interrogations, eh bien, en Roumanie, un juge, dès lors qu'il est affilié à une loge maçonnique, doit le rendre public. Voilà, il n'a pas à dire ce qu'il y fait avec qui il est, mais il le dira. Et dès lors que le juge a un engagement politique ou social donné, le citoyen pourra le récuser en s'appuyant sur sa déclaration d'intérêt. D'ailleurs, il n'y a pas que la Roumanie qui demande cette exigence de transparence, hein. On trouve des exigences semblables au Royaume-Uni, par exemple. Donc, je crois que ici, ce serait connaître les magistrats, exiger d'eux une déclaration d'intérêt, à l'image des déclarations d'intérêt qui sont faites par les hommes politiques pour des fonctions d'importance. Et ça, allant de pair avec la récusation, c'est une clé que l'on pourrait avoir. Voilà. Parce que l'impartialité, c'est aussi l'apparence de l'impartialité. Et d'après la Cour européenne des droits de l'homme, et lorsqu'il y a trop d'indices qui laissent à penser que le magistrat pourrait avoir des accointances avec la partie adverse ou contre soi-même, eh bien, on doit pouvoir le récuser. On ne peut pas rester dans cet entre-deux bien franco-français. Et cette responsabilité, et ça permettrait également de favoriser la responsabilité des juges. C'est pas complètement nouveau hein, sur ces déclarations d'intérêt. Aujourd'hui, les juges français en font. Simplement, leur déclaration d'intérêt, ils la transmettent à leur chef de juridiction qui, s'il estime qu'il y a un doute, pourra saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et on a vu que celui-ci fait preuve de Et au complaisance. niveau du Conseil constitutionnel, par exemple, est-ce qu'il faudrait peut-être revenir à 58, c'est-à-dire seul le président de la République ou le président du Sénat peut demander si telle ou telle loi est constitutionnelle? Alors, en ce qui concerne le Conseil constitutionnel, je me permets de renvoyer vos lecteurs, alors je ne peux pas le montrer, mais au dossier qui a été établi par l'Observatoire des décisions de justice sur la démocratisation nécessaire du Conseil constitutionnel. Je crois il y a beaucoup de choses. Alors, oui, au-delà même de limiter, il y a deux clés sur le Conseil constitutionnel. Il y a qui peut saisir et à partir de quel texte peut-il se fonder pour juger. C'est-à-dire que dans la prise de pouvoir du Conseil constitutionnel, il y a 1971 et 1974. 1974, effectivement, c'est ce que vous avez dit, on élargit les autorités qui peuvent saisir le Conseil, c'est-à-dire on permet à l'opposition de saisir le Conseil. Et là, on transforme la saisine du Conseil constitutionnel en un jeu explicitement politique. Pourquoi? C'est très simple. Dès lors que le projet de loi rentre au Parlement, l'opposition sait qu'elle va perdre. Elle va nécessairement perdre puisqu'elle est minoritaire. Donc sa seule chance, c'est d'obtenir la victoire sur le tapis vert en obtenant du Conseil constitutionnel la censure d'un texte. Mais ça ne serait rien s'il n'y avait pas eu auparavant 1971. Alors 30 secondes parce qu'il nous reste 2 minutes, après je voudrais reparler de votre livre et le Ouais. remontrer, donc allez-y. Alors 1971, c'est le Conseil constitutionnel décide de lui-même, tout seul, de ne pas juger la conformité des lois à la seule Constitution, mais d'élargir son contrôle à la Déclaration des droits de l'homme de 89, au préambule de 46. Voilà. Et ça va donner au Conseil constitutionnel une marge de manœuvre très forte. Donc ici, on pourrait exiger du Conseil constitutionnel qu'il se limite à vérifier la conformité des lois à la Constitution de l'article 1 à 90 et non pas par rapport à la Déclaration des droits de l'homme, etc., etc., où il y a plus de philo que de droit. Merci à vous, cher Bertrand. Je vais citer notre auditeur poète. Quelle est cette justice astreignant l'innocent, sur qui elle s'acharne et pompe jusqu'au sang, jubile magistrat d'enfermer ce gossant,
Clément pour les pillards, dur contre Gueux Bossant. Vous avez vu, hein, nos auditeurs, c'est pas NRJ12, hein, c'est Radio Courtoisie. Là, c'est le summum des auditeurs, c'est l'élite des auditeurs. Je le salue, je les salue tous. Votre livre, cher Bertrand, La République des juges contre la nation, comment s'en sortir, aux éditions du Verbe-Haut. Où est-ce qu'on peut retrouver ce livre ? Eh bien, vous le trouvez à la librairie Logos, vous l'allez chez Duquesne, et je dis à tous les auditeurs, je serai à Paris ce lundi soir, à l'invitation du Cercle Aristote. D'accord. Je donnerai une conférence sur remettre le juge à sa place. Donc, Cercle Aristote, 20h. À 20h, allez-y. À 20h, lundi soir à Paris, rue Croix des Petits Champs. Vous trouvez l'adresse sur les réseaux sociaux, sur mon compte Twitter. Voilà, donc lundi soir, et je serai heureux de poursuivre avec les auditeurs cette discussion. Merci lundi à vous. Soir, Cercle Aristote. Merci à vous, cher Bertrand. Merci à vous d'avoir été si nombreux. Là, je laisse la place à notre ami Pascal Lassalle. Est-ce qu'il est venu avec son petit pins adoré? Je ne sais pas. En tout cas, je lui laisse la place. Venez nombreux l'écouter. Passez une excellente journée. À la semaine prochaine. Salut, ciao. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.